Salut les artistes, bienvenue sur Just Do Art, la chaîne qui s'attaque au track. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir 4 études scientifiques qui ont été faites et qui nous ont montré quelles techniques peuvent être appliquées pour éliminer son track. Alors cette vidéo, je vous annonce tout de suite, va être un peu différente. Ça veut dire qu'en fait, tu peux aller faire ta vaisselle, tu peux aller te faire le ménage ou tout simplement te promener en mettant ça dans les oreilles parce que tu n'as pas besoin de regarder. Ça va être plutôt un genre de podcast. Et d'ailleurs, avec le temps, la vidéo va disparaître. On va rester simplement sur l'audio parce que le montage me prend trop de temps. Donc, repartons tout de suite sur le sujet. Les quatre études. Alors, la première est une étude qui a été faite par les chercheurs de la Harvard Business School. Ils ont découvert en fait qu'il fallait être enthousiaste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait être enthousiaste. Ils ont découvert que l'enthousiasme en fait transformait l'anxiété en énergie. Donc ça faisait pas disparaître le trac, mais ça le transformait. Ça aide à affronter l'épreuve stressante. Et c'est dans une étude publiée par la revue Journal of Experiment Psychology qu'ils expliquent leurs expériences. Ils en ont fait 2 exactement. Donc en réalité, on a 5 expériences. Donc c'est un groupe de 140 personnes, 63 hommes, 77 femmes, et ça je ne pense pas que c'est très important. Et ils ont demandé à un groupe de dire qu'ils sont calmes, donc de dire je suis calme à haute voix avant de commencer ce que je vais vous expliquer tout de suite, et à l'autre groupe de dire je suis enthousiaste. Alors, les 2 groupes, en réalité, faisaient un speech devant une vidéo pour expliquer à leurs collègues en quoi ils étaient eux-mêmes un bon collègue. Mais on leur a dit, attention, quand vous allez quand les juges qui vont regarder cette vidéo vont être très méticuleux, très sévères, on leur a dit qu'ils étaient méchants, quoi. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que ceux qui disaient « je suis enthousiaste » ont été en général plus longs, plus persuasifs, plus persistant et plus conscient, plus présent. Donc Alison Wood-Brooks, qui est co-autrice de l'étude, elle explique que quand les gens sont anxieux et essaient de se calmer, ils pensent à toutes les choses qui pourraient mal aller. Alors que quand ils sont excités, ils pensent à comment les choses pourraient bien aller ou comment plutôt les choses pourraient bien aller. Et donc ensuite, sur une deuxième expérience, exactement, c'est le même groupe, le même groupe de chercheurs, ils ont pris 113 volontaires pour faire un karaoké. Et à ces 113 volontaires, ils leur ont demandé de dire de manière un petit peu random, avant de chanter, de dire qu'ils étaient anxieux, ou alors enthousiastes, ou alors calmes, en colère ou tristes. Évidemment, vous avez compris le principe. Ceux qui ont mieux chanté en général, on dit qu'ils étaient enthousiastes en premier. Et les notes, donc, ils ont eu la meilleure note à 80%, ceux qui disaient enthousiastes. Ceux qui disaient ensuite calme, en colère ou triste, ont eu une note environ de 69%. Donc c'est une note qui évaluait la prestation. Et ceux qui disaient être anxieux à 53%. Donc voilà, ça c'est pareil, ça nous permet tout simplement de voir avec des faits scientifiques que dire qu'on est enthousiaste avant de monter sur scène, c'est mieux que de dire « il faut que je me calme, je suis calme ». Donc voilà. Ensuite, une autre expérience totalement différente qui a été menée en 2010 par la psychologue Amy Cuddy de la Harvard Business School encore. Désolé pour la prononciation. C'est que c'est être dominant, avoir une attitude de dominant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une attitude de dominant? On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. En fait, on parle de la posture, comment on se tient. Donc, la confiance est au niveau hormonal. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est qu'il y a un équilibre entre la testostérone et la cortisol. La testostérone, c'est l'hormone en fait de la confiance. Et la cortisol, c'est l'hormone du stress. Et il y a un équilibre qui se fait constamment entre les deux. Et donc, elle a demandé à 2 groupes, et avant, elle a mesuré leur taux d'hormones, donc cortisol et testostérone, et elle a demandé à un premier groupe, pareil, de faire un entretien d'embauche dans les mêmes conditions que l'autre, avec un DRH méchant, sévère, strict. Le premier, de se tenir bien droit sur 2 et d'y aller. Et au deuxième groupe, évidemment, de se tenir un petit peu dans une
position, une posture de dominer, pas sur d'eux. Et alors ce qui est surprenant, c'est que là, c'est pas des résultats basés sur la sensation qu'ils ont donnée, l'impression qu'ils ont donnée aux personnes en face, ce sont des résultats vraiment basés sur la mesure de leur taux d'hormones. Donc elle a mesuré avant et après. Et incroyablement, après, ceux qui se tenaient bien, qui avaient une posture dominante, avaient un taux de testostérone qui avait augmenté et leur taux de cortisol qui avait diminué. Et exactement l'inverse pour ceux qui se tenaient avec une posture de dominer. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que ça agit aussi sur les hormones. Ce n'est pas qu'une question de dans la tête, t'es dans le mental. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ensuite, on a une troisième expérience qui a été celle-là menée par Raoul Oudejans de l'Université libre d'Amsterdam. Lui, il a demandé à des policiers de faire un entraînement. Donc pareil, il a encore divisé en 2 groupes. Le premier groupe s'est entraîné sur des cibles en carton et le deuxième s'est entraîné sur des cibles humaines. Évidemment avec des fausses balles, vous en doutez. Et les deux ont fait la même temps de préparation, quelque chose de très intense. Je crois que c'était 3 heures, là je me souviens plus, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'était 3 heures d'entraînement non-stop. Et à la fin, il a demandé aux 2 groupes de s'affronter, toujours avec des fausses balles, ou peut-être que c'est un laser quest, je ne sais pas exactement comment ils ont fait. Mais en tout cas, ce qui est ressorti, c'est que ceux qui s'étaient entraînés sur des cibles humaines avant ont mieux réussi, parce qu'ils ont été dans les meilleures conditions lors de leur entraînement. Là, si vous êtes musicien, vous connaissez l'histoire, hein, on s'entraîne, on joue devant des gens avant de faire notre prestation, et plus on s'entraîne à faire des auditions, plus on est habitué à le faire. Donc c'est exactement ce principe-là. Après, moi quand je vous parle de la visualisation, c'est en fait mettre ces principes-là en application, mais dans notre tête, parce qu'on n'a pas toujours sous la main des gens capables d'être là pour nous, on n'a pas toujours sous la main la salle, voilà. Mais c'est clairement le principe, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Ensuite, on a encore une dernière expérience qui a été menée en 2008 par la psychologue, Sian Belloc de l'Université de Chicago. Et alors elle, c'est vraiment l'idée de on fonce, on y va direct. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle a fait ça avec des golfeurs. Donc avec des golfeurs, est-ce que ça s'applique de la même manière pour les gens qui montent sur scène? Je pense que oui, quand on monte directement sur scène, ça peut mieux se passer que quand on a le temps de réfléchir. Moi, personnellement, je vois pour les concours, je préfère en fait que ce soit assez rapidement à mon tour, plutôt qu'attendre et avoir le temps de cogiter. Donc voilà, il faisait un putt. Donc un putt, c'est quand sur un cours de golf, c'est le dernier moment là où il y a l'endroit où l'herbe est coupée très courte et il y a le drapeau. Et donc leur demander de faire un putt en un coup, d'essayer de mettre la balle directement dans le trou, avec des professionnels. Et ceux qui jouaient directement sans réfléchir ont été meilleurs que ceux qui prenaient le temps de réfléchir. Donc on avait ces 2 groupes distincts. Du coup, elle a fait la même expérience avec des débutants. Et là, les résultats ont été complètement le contraire. C'est-à-dire que ceux qui prenaient le temps ont mieux réussi que ceux qui jouaient directement. Alors la conclusion de tout ça, c'est que si on est débutant, évidemment, on doit prendre le temps de réfléchir parce qu'on doit comprendre quel geste on doit faire, quel bon geste. Mais quand on est un professionnel, le bon geste, on le connaît déjà. On l'a répété, comme on fait dans l'expérience 3, où on a pris le temps de répéter. Donc plus tu répètes le bon geste, plus en fait il s'ancre en toi, ça devient un automatisme. Tu dois bien le voir quand tu fais des choses que tu as l'habitude de faire, tac, t'as pas besoin de réfléchir, tu vois, t'as pas besoin de réfléchir pour marcher, t'as pas besoin de réfléchir pour amener la cuillère à ta bouche. Pourtant, regarde un enfant, c'est pas évident pour lui. C'est parce que tu t'es entraîné à le faire, bon là de manière naturelle, mais voilà. Et c'est exactement le même principe. Donc là, on parle d'entraînement, mais pour automatiser. C'est-à-dire qu'il y a le premier entraînement avant qui est pour s'habituer à être dans les conditions, et puis il y a la répétition, enfin pas l'entraînement, la répétition pour automatiser le système. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Mets un pouce, ça aide vraiment, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça te prend 2 secondes et moi, ça m'aide énormément. Tu peux commenter, me poser des questions. N'hésite pas à partager la vidéo, ça aide aussi énormément. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vais aussi essayer de créer un contenu un petit peu plus récurrent, régulier. Parce que, voilà, plus de montage, ça sera plus simple. Allez, ciao les gars!